Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique l'Hebdo, l'émission 100% Tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. Et avec une actu chargée cette semaine, on va parler de Gemini, l'IA de Google qui débarque en Europe. On va revenir sur ces pannes en série qui ont touché ChatGPT et d'autres plateformes d'IA. Et puis de la société Adobe confrontée aux questions de l'intelligence artificielle face aux droits d'auteur. Mais il n'y a pas que ça, l'actu c'est aussi du quantique avec la start-up Pascal qui signe un partenariat avec IBM. Un phénomène étrange sur les réseaux sociaux, des vidéos d'appartements minuscules, amusantes mais qui cachent peut-être un très vilain secret. Enfin Facebook qui intéresse toujours autant les jeunes, et oui, malgré les idées reçues. Ce sera le sujet de la chronique de Jérôme Marin de Café Tech. Dans le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti, on s'intéressera à ces petits modèles d'intelligence artificielle. Petits mais costauds, va nous expliquer Bruno. Tiens, et puis on parlera aussi smartphone et casque audio avec deux marques qui font l'actualité, Nothing et Sonos. Ce n'est pas tout, dans la deuxième partie de cette émission, les interviews. Vous découvrirez une appli pour aider les parents à limiter le temps d'écran de leurs enfants, mais sans créer de conflit. C'est l'application Health. Et puis les objets connectés au service de l'environnement avec la start-up Enerbrain en partenariat avec EDF. Bienvenue dans Monde Numérique, l'Hebdo, le 8 juin 2024. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Hebdo de Monde Numérique. L'Hebdo, c'est chaque samedi 50 minutes de news et d'interviews. Monde Numérique, c'est tous les jours de la semaine ou presque des interviews long format, des éditos, des bonus, disponibles sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube, sur les assistants vocaux et sur le site mondenumérique.info. Enfin, c'est une newsletter. Abonnez-vous en cliquant sur le formulaire disponible sur mondenumérique.info. Et cette semaine, bien, c'est un épisode un peu particulier puisque Monde Numérique fête son troisième anniversaire, enfin presque. Ce sera le 12 juin prochain, exactement. Et oui, cette émission a été lancée le 12 juin 2021, donc ça fait 3 ans. C'était à l'occasion de Vivatech, donc en principe c'est toujours synchro, mais cette année Vivatech a eu lieu plus tôt que d'habitude. Donc on avait un peu anticipé ce troisième anniversaire. Troisième anniversaire, mais quatrième saison de podcast, si vous trouvez une différence dans les chiffres sur votre appli, puisqu'en fait les saisons démarrent à partir du mois de janvier. Bref, en tout cas, au-delà des chiffres, merci pour votre fidélité. L'audience de Monde Numérique n'a pas cessé de croître depuis le début et surtout avec une audience extrêmement fidèle. Je sais que régulièrement, vous écoutez ces épisodes semaine après semaine. Environ 100 000 écoutes par mois pour Monde Numérique aujourd'hui, via les applis de podcast, également sur YouTube. Voilà, donc c'est un moment important. On va continuer encore pour une quatrième année. J'aurai le plaisir de vous proposer tous ces contenus consacrés au meilleur de la tech. À cette occasion, tiens, pour l'anniversaire, un tout petit changement cosmétique que vous constaterez peut-être sur la charte graphique de Monde Numérique. Allez, on fait un peu de dépoussiérage, on change le visuel de ce podcast avec une nouvelle police de caractère, un nouvel arrière-plan. C'est pas la révolution, mais ça donne un petit coup de frais. L'actu de la semaine. L'actu de la semaine avec Nicolas, le journaliste virtuel de Monde Numérique sous contrôle humain. C'est le retour de Nicolas après un passage éclair de Coco la semaine dernière. Mais j'ai reçu beaucoup de messages et Coco n'a pas plu. Vous n'avez pas aimé Coco. Alors écoutez, je vous ai entendu. Exit Coco et retour de Nicolas pour évoquer ensemble les différents sujets de la semaine. Et on parle d'abord de cette étonnante panne qui a frappé en début de semaine 3 grands services d'intelligence artificielle. ChatGPT, Claude d'Anthropic et Perplexity qui étaient inaccessibles pendant plusieurs heures. Explication de ce qui s'est passé avec Nicolas. C'est d'abord ChatGPT qui a connu une panne qualifiée de majeure pendant près de 5h30 mardi 4 juin. Le célèbre chatbot d'OpenAI était inaccessible, aussi bien la version gratuite que la version payante. Seule l'API fonctionnait normalement. Alors, que s'est-il passé ? Ça, on ne sait pas exactement, mais il semble qu'il y ait eu des problèmes de serveur. Ce n'est pas la première fois que ChatGPT tombe en panne. Il y a déjà eu plusieurs dysfonctionnements en début d'année, sans compter les périodes de saturation la première année après son lancement. Ce qui est surprenant, ce sont les problèmes qui ont également touché au même moment 2 autres services concurrents, Claude et Perplexity.
Ces incidents simultanés pourraient s'expliquer tout simplement par le fait que la panne de ChatGPT a conduit un grand nombre d'utilisateurs à se reporter sur Claude et Perplexity, et ces services n'auraient pas tenu le coup. Ils se seraient retrouvés à leur tour saturés par cette subite augmentation de trafic. Et en tout cas, alors qu'on peut penser que l'intelligence artificielle ne concerne pas encore vraiment tout le monde, l'usage de ces plateformes reste très très minoritaire dans la société, sauf dans certains milieux, et on a pu le voir à l'occasion de ces pannes, une espèce de vent de panique, notamment ce qui s'est exprimé sur X. Je vous en parle dans un édito publié cette semaine sur le fil du podcast Monde Numérique, où on se pose la question de savoir si on n'est pas déjà un peu trop accro à l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, un petit sondage sur la newsletter de Monde Numérique. Êtes-vous accro à l'IA ? Voilà, n'hésitez pas à répondre. À propos d'IA, toujours, un nouveau service fait son apparition, enfin nouveau presque. Il s'agit de l'application mobile Gemini de Google. Elle a été lancée le mois dernier aux États-Unis et elle arrive désormais, depuis cette semaine, dans plusieurs pays d'Europe, dont la France. Gemini, c'est en quelque sorte l'équivalent signé Google de ChatGPT, d'OpenAI ou de Microsoft Copilot, un chatbot d'intelligence artificielle capable de répondre à vos questions, de vous aider à rédiger des textes ou de traduire ou résumer des contenus. On peut converser avec lui par écrit ou oralement. Gemini peut aussi identifier des choses que l'on prend en photo, comme des plantes, des monuments ou des aliments, mieux qu'avec l'actuel Google Lens. Google avait fait la démonstration en prenant une photo d'un pneu crevé en demandant des instructions pour le réparer. L'agent conversationnel Gemini utilise 4 modèles distincts d'intelligence artificielle et se décline donc en 4 niveaux: Ultra, Pro, Nano et Flash. Pour l'instant, Gemini est disponible uniquement sur Android en téléchargeant l'application Gemini ou en l'activant à l'intérieur de l'assistant Google. Il faut un smartphone au minimum sous Android 10 et disposant d'au moins 2 Go de mémoire. Voilà, Gemini, mais qui, attention, parfois a des ratés. On en parlait la semaine dernière, dans ses réponses qui ne sont pas toujours hyper fiables. Malgré tout, il semblerait que ça s'améliore. Si vous voulez en savoir plus, c'est sur gemini.google.com. À propos d'IA encore, et puis après on passera à autre chose, une histoire assez révélatrice. C'est la compagnie Adobe, qui est épinglée pour avoir copié le style d'un célèbre photographe. Ça se passe sur la plateforme en ligne Adobe Stock et ça concerne le photographe Ansel Adams. Ansel Easton Adams est un photographe américain du début du XXe siècle, connu pour ses photographies en noir et blanc de l'Ouest américain. Or, la famille du photographe reproche à Adobe d'imiter le style du défunt sans autorisation et sans qu'aucune compensation n'ait été versée aux ayants droit. Ceux-ci ont protesté auprès de la plateforme qui a finalement supprimé les clichés, mais cela aura pris du temps. Les ayants droit avaient déjà dû intervenir auparavant sans succès jusque-là. Adobe interdit en principe la génération de contenu imitant des œuvres sans autorisation, mais cette obligation n'est pas toujours respectée par les utilisateurs. D'autres photographes, comme Roger Deakins et Helmut Newton, sont également concernés. Cela pose la question de la propriété intellectuelle des contenus qui servent à entraîner les intelligences artificielles et aussi lors de la création de nouvelles images. Ce n'est pas la première fois que ce problème se pose. En janvier 2023, 3 illustratrices américaines avaient porté plainte contre Midjourney et Stability AI pour l'utilisation de leurs œuvres sans autorisation. Voilà, sujet assez technique, mais vraiment significatif, à mon sens, du paradoxe, de la difficulté des outils d'IA qui sont fantastiques, qui permettent de faire des tas de choses, mais qui risquent vraiment de se heurter au mur de la propriété intellectuelle. Et c'est difficile d'avoir une position tranchée face à ce sujet, parce que si on bloque tout, l'IA n'évoluera plus. Mais à l'inverse, si on ouvre complètement les vannes, au bout du compte, il n'y aura plus de création humaine. Allez, il n'y a pas que l'IA dans la vie, il y a aussi le quantique à suivre de près, avec une annonce intéressante cette semaine concernant une pépite française, il s'agit de la start-up Pascal. Pascal, spécialiste de l'informatique quantique à atomes neutres, vient de signer un accord avec le géant mondial
IBM. Ce partenariat vise à développer une nouvelle génération de supercalculateurs quantiques, utilisables notamment dans le domaine de la chimie et de la science des matériaux. Pascal conservera néanmoins son indépendance, à la fois en matière de recherche et sur le plan capitalistique. Pascal développe un ordinateur quantique à atomes neutres, basé sur les propriétés optiques du laser. Elle compte parmi ses fondateurs le prix Nobel de physique français Alain Aspect. Rappelons que l'informatique quantique doit permettre des avancées significatives en matière de recherche sur les médicaments ou encore dans le domaine de l'énergie et de la finance. Cette semaine dans l'actu, je voulais également vous dire un mot d'une marque, une marque de smartphone qui pourrait bien créer la surprise dans les années à venir. Il s'agit de la marque chinoise Nothing. Alors pour l'instant, elle n'est pas très connue, cette marque, à part par les vrais fans de tech. Nothing a lancé déjà quelques modèles de téléphones assez insolites et ils veulent aller plus loin avec de grandes ambitions. Nothing se définit comme le futur Nintendo du smartphone. Ce qui caractérise les smartphones Nothing sortis ces dernières années, c'est surtout leur design en partie transparent, laissant apercevoir les composants. Un look un peu spécial, à la fois incongru et pas inélégant. Ils ont aussi lancé des écouteurs True Wireless, inspirés du même design, notamment la dernière version, les Ear, compatibles audio haute résolution, d'excellente qualité. Dans une vidéo publiée cette semaine, le jeune PDG de Nothing, Carl Pye, a exposé sa vision du smartphone du futur. Selon lui, il faut sortir de la logique actuelle des applications qui fonctionnent chacune dans leur coin pour aller vers des appareils plus faciles à utiliser, avec une interface plus fluide et surtout réellement intelligent grâce à l'IA. La marque a partiellement dévoilé le Nothing 3, son futur smartphone qui sera lancé l'année prochaine. Il sera conçu autour de l'intelligence artificielle. Cela permettra, par exemple, si vous avez un billet de train dans votre porte-carte électronique, de faire apparaître le QR code du billet directement sur l'écran d'accueil sans avoir besoin d'ouvrir une application, de cliquer, etc. Au global, cela devrait donner un écran principal plus animé, plus intelligent et plus pratique. Nothing, qui maîtrise parfaitement les codes du marketing, promet d'inventer des smartphones plus fun. C'est en cela que la marque se compare à Nintendo. Voilà, Nothing, peut-être une marque à suivre dans les années à venir, car elle pourrait nous réserver pas mal de surprises. Étrange phénomène sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être vu passer déjà ces vidéos publiées initialement sur TikTok, des petites vidéos qui montrent l'ameublement en image de synthèse d'un minuscule appartement. Vraiment ridiculement minuscule. Généralement, on dirait un couloir collé à une baie vitrée. C'est absurde, mais ces vidéos cartonnent et enregistrent des millions de vues. Or, derrière cela, il y a comme un parfum de mystère. Ces vidéos humoristiques montrent un personnage nommé Liam en Europe, ou Little John aux États-Unis, qui agrandit un minuscule appartement avec de l'acier galvanisé et aménage l'endroit avec des meubles disposés de manière souvent incohérente. C'est absurde, mais cela suscite la curiosité et c'est en tout cas assez mystérieux. Les vidéos sont publiées par un compte du nom de Home Design 369. C'est amusant et viral, mais peut-être pas si innocent. Selon le site Numérama, qui fait référence à des recherches personnelles menées par une internaute, publiées sur Reddit, derrière ces vidéos se cacherait de la publicité pour des produits frauduleux. Le compte TikTok Home Design 369 redirige notamment vers un site promettant de devenir riche grâce à une mystérieuse technique de chakra de la richesse ou d'ADN de richesse. Un concept totalement sans fondement qui paraît bien moins innocent que les petites vidéos humoristiques en question. Voilà, donc on peut rigoler, mais prudence, ne cliquez pas et ne vous faites pas embobiner par n'importe quelle histoire de chakra de la richesse. Grosse actu donc cette semaine et on va rester dans le domaine des réseaux sociaux avec la chronique de Jérôme Marin de la newsletter Café Tech, invité de Monde Numérique désormais. Chaque semaine, Jérôme nous parle cette semaine de Facebook. Oui, le vieux Facebook, mais pas si vieux que ça, visiblement, car il reprend du poil de la bête, y compris auprès des jeunes. Non, Jérôme, Facebook, ce n'est pas que pour les vieux.
C'est en tout cas le message que veut faire passer le réseau social de Mark Zuckerberg. La semaine dernière, il a ainsi partagé un chiffre qu'il n'avait jusqu'à présent jamais communiqué. Aux États-Unis et au Canada, plus de 40 millions de jeunes adultes âgés de 18 à 29 ans se connectent tous les jours. Un chiffre qui est au plus haut depuis 3 ans et qui représente 2 personnes sur 3 dans cette catégorie d'âge. On est donc bien très loin du sentiment général que Facebook est délaissé par les jeunes générations au profit de TikTok, d'Instagram ou encore de Snapchat. Il faut cependant apporter une nuance. La société ne précise pas l'évolution du temps moyen passé, ni du nombre de contenus publiés par les jeunes, deux données très importantes pour mesurer l'engagement des utilisateurs. Reste que la situation a bien changé depuis 2021. À l'époque, des documents internes révélés par la lanceuse d'alerte Frances Haugen faisaient alors état d'une baisse alarmante des inscriptions et de l'activité. Des adolescents, bien sûr, un problème déjà connu, mais surtout des jeunes adultes. Entre 2013 et 2020, le nombre d'utilisateurs quotidiens âgés de 18 à 24 ans a ainsi chuté d'un tiers aux États-Unis. Dans un mémo, des responsables notaient aussi que les jeunes ne créaient plus de comptes à 19 ou à 20 ans comme précédemment, mais plutôt vers 24 ou 25 ans. Pendant longtemps, ce problème n'en était pas vraiment un, car il s'apparentait à des vases communicants pour Meta. Les parents et les grands-parents sur Facebook et leurs enfants ou leurs petits-enfants sur Instagram. Mais depuis, le succès phénoménal de TikTok a totalement changé la donne. Face à cette menace, Mark Zuckerberg avait donc promis des changements significatifs pour rendre Facebook et Instagram plus attractifs pour les jeunes adultes. Cela s'est d'abord matérialisé par une place accrue accordée aux Reels, ce format de courtes vidéos très similaire à ce que propose TikTok et qui est plus populaire chez les moins de 30 ans que les posts classiques ou que les stories copiées de Snapchat. Ensuite, Facebook a modifié son algorithme qui détermine les contenus qui s'affichent sur le fil d'actualité. Historiquement, ce fil ne contenait que des messages publiés par les amis des utilisateurs ou par les pages qu'ils suivaient. Il contient désormais 30% de recommandations, c'est-à-dire des messages hors réseau. Selon Facebook, cela permet de doper l'engagement. S'il est difficile de mesurer l'impact concret de ces changements sur l'activité des jeunes, le réseau social profite aussi de relais de croissance plus inattendus. Le premier, c'est son service de rencontre Facebook Dating qui enregistre une forte croissance auprès de cette classe d'âge, peut-être parce qu'il est gratuit quand les sites de rencontres multiplient eux les fonctionnalités payantes. Et le deuxième relais de croissance, c'est la plateforme de petites annonces Marketplace. Plus de 10 millions de 18 à 29 ans achètent ou vendent des objets chaque mois aux États-Unis et au Canada. Grâce à sa messagerie intégrée et au profil des acheteurs et des vendeurs, Marketplace a tout simplement ringardisé l'historique Craigslist qui reste lui utilisé par les plus âgés. Voilà, merci Jérôme Marin de la newsletter Café Tech. Et à propos de Meta d'ailleurs, eh bien une autre info, une précision, Meta qui vient d'annoncer qu'il allait utiliser les données de ses utilisateurs pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle. Et ça ne fait pas plaisir à tout le monde, ça inquiète certains. Bon, même c'est ce que fait Google depuis des années, on aura l'occasion d'en reparler. Allez, dans Monde Numérique maintenant, il est temps de traverser l'Atlantique afin de retrouver une autre guest star. Le débrief transatlantique. Eh bien, je suis ravi, comme chaque semaine, de faire irruption dans le podcast Mon Carnet de Bruno Guglielminetti et de recevoir Bruno Guglielminetti dans Monde Numérique. Ça va, Bruno? Oui, salut Jérôme, ça va bien. Merci de passer chez nous et puis heureux de passer chez vous. Et alors, raconte-moi, Bruno, là, tu étais encore en pérégrination dans ton grand Canada sauvage, si j'ai bien compris, dernièrement. Ben oui, écoute, j'arrive tout juste de la maison. J'ai été passer la semaine à Alma, au Saguenay. Pour les gens qui connaissent un peu le Québec, vous savez c'est où? C'est environ 6 heures de Montréal. Et oui, puis, rien. C'est à côté. C'est la banlieue. À votre échelle, 6 heures, c'est la banlieue, oui, bien sûr. C'est à côté. On va faire des courses. Et donc, en sortant d'Alma, juste avant d'entrer dans la forêt, imagine-toi donc que j'ai croisé 3 caribous. Des caribous, des vrais caribous, oui, comme dans les chansons sur le Canada, quoi. Exactement, oui, ceux qu'on voit avec des grosses cornes. Et mais la chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait des camions qui étaient devant moi. Alors, eux ont freiné et puis j'ai été avisé parce que 30 secondes trop tôt, c'est moi qui allais à la rencontre des caribous, mais vraiment de très près. Mais je suis passé juste à côté. Ils sont immenses. Moi, j'ai une C'est petite très gros, hein?
Oui, oui, moi, et puis en plus, moi, j'ai une petite Fiat 500 et t'imagines te donner une idée de la grosseur avec la bagnole. Quand je passais à côté, là, heureusement, c'est jamais arrivé, mais les avoir frappés, je les frappais à la hauteur des jambes, des pieds, Ah ouais. et puis eux auraient Les roulé pauvres. au-dessus de ma bagnole, mais c'est immense. Ah, j'imagine Bruno dans sa petite Fiat 500 qui heurte les caribous géants. Mais Mais c'est vous pas vivez quand même arrivé. dangereusement, vous, hein? Ouais, oui, ben écoute, tu sais, quand on vit de la trappe, puis la vente de Ouais. fourrure, Bah, écoute, on est encore à cette époque-là, nous, hein? non, mais c'est incroyable. Bah, Ouais. écoute, moi, tu vois, à Paris, nous, on n'a pas de caribou. Alors, je pourrais te parler des embouteillages, en revanche. Ouais, Hein, ou des on chats, avait- des chiens, hein, qui passent sur les trottoirs. Oui, mais bon, qui nous perturbe pas outre mesure. Bon. Voilà, nous, c'est plutôt... voilà, il y avait Joe Biden la semaine dernière à Paris, et je te dis pas le bazar que ça a mis. Toute la ville et toute la banlieue étaient paralysées. Et Voilà, donc salutations et remerciements aux anciens combattants parce que c'était leur journée Absolument. cette semaine. Ouais. Tout à fait, c'était pour l'anniversaire du débarquement du 6 juin 44. Voilà, donc après ce petit point trafic, météo, événementiel et actu géopolitique, je te propose qu'on parle un peu de tech, Ben Bruno. oui, ça serait bien. Hein, et puis, alors, je sais que moi, j'ai quelques auditeurs qui me disent « Ouais, mais il faut pas parler que tout le temps d'intelligence artificielle. » Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup, que ce soit toi ou moi, parce qu'il y a tellement de choses dans ce domaine. Et malheureusement ou heureusement, c'est encore un peu de ça dont on va parler cette semaine. Notamment par rapport à... un fait d'actualité, c'est l'arrivée de Gemini, l'IA de Google qui arrive en France, qui est désormais presque disponible en France. Mais toi, Bruno, sur ton grand continent là-bas, tu as découvert des espèces de sous-Gemini assez intéressants. Oui, et c'est justement parce que j'étais allemand dans le contexte d'un événement qui était organisé par le CoLab. Là. L'événement, c'était Perspective numérique. Et il y avait une représentante de Google qui est venue nous présenter des petites IA génératives. Et donc, tu sais, contrairement aux Gemini et compagnie qui sont entraînés sur 22 milliards de données, ben ça, c'est des petites affaires des petites affaires quand même. Ce sont des intelligences artificielles qui sont entraînées sur quelques millions de données. Oh, comme c'est mignon. Oui, bien évidemment. Donc, des petites IA toutes mignonnes. oui, mais et ce qui les différencie des ChatGPT et Gemini copilotes de ce monde, c'est que ces intelligences artificielles génératives-là sont spécialisées dans un seul domaine, mais elles sont vraiment performantes dans ce domaine-là. Et notamment, je te donne un exemple, je trouve ça génial. Tu sais que c'est toute une histoire dans le domaine de l'éducation, l'utilisation de l'intelligence artificielle comme genre ChatGPT pour pas les nommer, les profs et les grands ministères disent non, on va pas rentrer ça à l'école parce que les étudiants vont aller là, vont obtenir les réponses. Ils disaient ça au début, ça a un peu changé. Hein, ouais. Sauf que là, maintenant, tu as Google qui arrive avec, par exemple, petite intelligence artificielle générative et celle-là, elle est développée pour un contexte pédagogique et elle ne donne pas les réponses, mais elle amène l'étudiant à cheminer. Alors, elle va dire, selon toi, si elle lui pose une question, évidemment, elle va dire, mais selon toi, on irait de quel côté? Et puis après, si elle voit que l'étudiant patine un peu, elle va lui faire des propositions. Est-ce que selon toi, ce serait ça ou ce serait ça? Et donc, elle embarque vraiment dans un mode d'aider l'apprenant à cheminer dans sa quête d'information sans jamais lui révéler l'information. Puis à la fin, quand il va la trouver, il va confirmer que c'était la bonne ou pas. Mais imagine-toi la différence entre ChatGPT qui donne tout de suite le résultat et puis une IA générative comme ça qui est bâtie pour un contexte pédagogique. Alors ça, c'est un exemple. Oui, parce que j'imagine que ça se décline dans des tas de domaines différents. Oui. Il y avait un autre exemple, évidemment, parce qu'on était au Saguenay, la chercheure en particulier de Google que nous présentait, c'est Rihanna Msadek qu'elle s'appelle, et elle nous racontait elle avait travaillé sur une IA qui reconnaissait les minéraux, les roches, et donc arrivait, quand on lui présentait n'importe quelle pierre, elle arrivait à dire qu'est-ce que c'était et c'était quoi les composantes qu'on trouvait là-dedans. Alors imagine-toi pour le secteur minier, c'est assez génial d'avoir un truc comme ça. On ne demanderait pas à ChatGPT de faire ça, mais cette IA générative, cette intelligence artificielle générative, elle peut.
Mais c'est super intéressant parce qu'en plus, ça veut dire que ce sont des IA qui sont moins gourmandes, donc qui consomment moins d'énergie et qui peuvent même fonctionner dans certains cas localement, sur un smartphone, sur un ordinateur. Donc d'un point de vue environnemental, c'est meilleur évidemment. Et c'est plus logique d'avoir des outils. On n'a pas besoin d'avoir une moissonneuse-batteuse pour tondre un jardin, quoi. Ça revient à ça finalement. Exactement. Et donc, imagine-toi puis j'aime bien le fait que tu ramènes le truc du fait que ça fonctionne local. Imagine-toi des professionnels qui soient ou dans l'extraction minière ou la biologie ou spécialistes des arbres et des fleurs. Ben, ces gens-là peuvent partir avec cette intelligence artificielle-là sous le bras ou dans la poche, et puis le sortir au besoin pour vérifier ce qu'ils ont devant eux, pour vérifier la qualité ou même l'état de santé d'un produit, de quelque chose qu'ils retrouvent. Alors, j'avoue que moi, j'ai été agréablement surpris par toute cette collection-là, et si vous êtes curieux, je vais vous confier une information. Vous pouvez, si vous faites vos recherches, là, mais dites pas que c'est moi, s'il vous plaît, vous allez faire un tour du côté de IA Studio. Cherchez dans Google, là, IA Studio, Google, vous allez voir. Vous rentrez, vous créez un compte et puis vous pourrez avoir accès à ces différentes intelligences artificielles génératives qui sont accessibles. En libre accès, c'est gratuit? Ouais, mais en mode développeur. Et donc, mais il faut voir. Mais c'est intéressant, ça existe. Alors, c'est pas pour le grand public, on s'entend, mais il y a probablement que des gens qui nous écoutent, là, qui sont curieux et qui sont dans les domaines connexes pourront trouver leur bonheur là-dedans. Mais c'est fascinant. Il y a un autre truc, puisqu'on est dans les IA aussi, cette semaine, Bruno, qui t'a peut-être pas échappé, c'est le patron de Zoom qui dit qu'il va bientôt nous proposer des avatars pour aller participer à notre place aux visioconférences, et même au-delà de l'aspect, c'est-à-dire ce sont des espèces de jumeaux numériques qui auront dans un premier temps notre voix, dans un deuxième temps notre apparence physique, dans un troisième temps notre expertise. Ils pourront répondre aux questions sur les dossiers en cours, etc., quasiment se faire passer pour nous. Ça, c'est l'inverse de ce dont tu parles, parce que ce serait une espèce de méga IA surentraînée, mais c'est carrément fascinant aussi. Hein. Mais Jérôme, promets-moi que tu n'utiliseras pas ça pour nos débriefs transatlantiques. Eh bien, justement... Que ce sera toujours toi. Eh bien, justement, tu vois, je suis en train de bugger. Là, tu me fais penser, les plus vieux vont reconnaître, tu me fais penser à Max Headroom, à l'époque, la télé anglaise avait créé. Bon, Bruno, à part ça, il y avait un autre sujet qu'on voulait évoquer rapidement aujourd'hui. Alors tiens, pour le coup, c'est pas de l'IA, mais c'est cette fonction introduite par Microsoft dans la nouvelle version de Windows. Ils en étaient très fiers et ça s'appelle Recall, et c'est donc ce truc qui devrait permettre d'avoir une trace en permanence de ce qu'on fait sur son ordinateur. L'idée est vachement bonne, mais visiblement, ça pose plein de problèmes. Ouais, puis l'idée est pas neuve, parce que pense à l'environnement Mac, le Time Machine fait ça depuis très longtemps. Le Time Machine, c'était vraiment de la sauvegarde, ça sauvegardait les données. Ouais. Recall, c'est plus une espèce de mouchard qui fait des copies d'écran en cours à intervalles réguliers, je crois. Moi, personnellement, je vois ça comme une évolution de la Time Machine, parce que essentiellement, ça permet dans chaque cas de pouvoir revenir dans le passé. Mais c'est ça, le problème avec cette nouvelle fonctionnalité développée par Windows, c'est que on est en train de se rendre compte que toute cette information, elle est sauvegardée, mais dans un contexte pas du tout sécuritaire. Et j'imagine que là, maintenant qu'on est alarmé, Microsoft va retourner sur les planches à dessin parce que c'est pas vraiment disponible à tout le monde là, pour le moment. Et avant que ça le soit, qu'ils corrigent la chose. Parce que de sauvegarder, mais vraiment tout ce qu'on fait dans un endroit où c'est pas du tout gardé de façon sécuritaire, on a un méchant problème, là. C'est dingue, c'est fou d'ailleurs qu'ils n'y aient pas pensé. J'aime bien, toi tu dis sécuritaire, tu vois, nous on dirait plutôt sécurisé, mais enfin bon, on a compris, ça veut dire la même chose. Ouais. Sécuritaire, ça fait un peu cordon de CRS, si tu veux. Si tu veux, moi je serais tranquille si j'avais des CRS qui gardaient mes données, je dormirais plus tranquille. Ouais. C'est pas fou, mais en attendant, il faudrait qu'ils les mettent dans une espèce d'enclave chiffrée, etc., parce que c'est vrai que si un pirate... Parce que là, c'est en clair, là.
Oui, mais c'est ça qui est pas normal. Mais c'est dommage parce que c'est encore, et ça arrive de temps en temps quand même, dans l'histoire de la tech, c'est arrivé plusieurs fois, les bonnes idées qui, à l'arrivée, finalement sont de mauvaises idées ou en tout cas créent des problèmes qu'on n'avait pas envisagés. Ben, moi, je te dirais des bonnes idées, mais avec une mauvaise exploitation. Avec une mauvaise conception à la base, exactement. Sinon, Bruno, à part ça, de quoi parles-tu cette semaine dans ton émission Mon Carnet? Ben écoute, tant qu'à avoir été au Saguenay, je ramène dans ma valise des entrevues que j'ai faites avec des gens qui étaient là, notamment l'ingénieure dont je te parlais, là, Rihanna Msadek. J'ai une entrevue avec elle qui est là. J'ai rencontré une dame, écoute, c'est une ex-prof de maths à l'Université du Québec et elle a passé les 40 dernières années de sa vie à se battre pour assurer une meilleure place des femmes dans le domaine de la science et du numérique. Et j'ai fait une entrevue. Écoute, c'est une perle. C'est une femme qui est passionnée, qui a une cause, qui la porte depuis 40 ans. Alors, belle rencontre. Elle a donné une conférence, puis après, moi, j'ai eu le coup de foudre. J'ai dit, il faut que les auditeurs l'entendent. C'est vraiment quelque chose. Puis, tu donnes, ta façon d'en parler donne envie de l'écouter, en tout cas. Ah, écoute, moi, je l'écouterai. Je ferai un colloque juste pour l'écouter pendant 2 jours, pour te donner une idée du bagage qu'elle transporte. Et aussi, bien évidemment, une entrevue avec José Gauthier, qui est l'organisatrice en chef de cet événement-là, pour revenir un peu sur les grands points et puis ce qu'on peut retenir de cet événement-là. Alors, c'est un peu un tour d'horizon. Et sinon, j'ai mes complices réguliers qui se retrouvent ici pour nous présenter, bien évidemment, leurs billets et leurs commentaires sur leur actualité. Eh bien, écoute, super. Donc, à écouter dans Mon Carnet, Monde Numérique, le débrief transatlantique, c'est chaque semaine. Donc, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. L'innovation de la semaine. Monde Numérique, c'est chaque semaine un coup d'œil sur une innovation ou sur un nouveau produit tech qui vient de sortir. Et cette semaine, je voudrais vous parler d'un casque audio. Oui, bon, des casques, il en existe des dizaines sur le marché, c'est vrai, hein, mais des casques sans fil, haut de gamme, il y en a très peu. Et en fait, il n'y a que quelques marques qui occupent véritablement le haut du panier aujourd'hui. On peut les citer, c'est Bose, Sony ou encore Apple. Eh bien, désormais, il y a un nouvel acteur. Et il était très attendu, cet acteur. Il s'agit de l'américain Sonos qui vient de lancer son casque audio, le premier de la gamme Sonos. Il est baptisé Ace. Sonos, c'est une marque qui est spécialisée plutôt dans les enceintes connectées pour la maison et notamment les enceintes multi-room avec une technologie très sophistiquée depuis des années, qui n'a l'air de rien, mais qui permet d'écouter sur toutes sortes d'enceintes dans la maison sans aucune latence, en Wi-Fi. Bref, c'est une marque que j'aime bien parce que j'ai des enceintes Sonos depuis très longtemps et donc comme beaucoup de journalistes et d'observateurs de la tech, on attendait un peu ce casque Sonos pour savoir ce que ça allait donner. Alors Sonos m'a prêté un exemplaire de ce Ace, donc j'ai pu le tester. Mais il y a pas mal de choses intéressantes à en dire. D'abord, un très beau design, hyper léché. Il existe en 2 couleurs, noir ou blanc. Design pas original, mais assez réussi, qui mélange à la fois le plastique et l'acier. Un confort exceptionnel, avec des coques très fermées, très enveloppantes. Et puis surtout un son excellent, avec des basses profondes mais pas exagérées et qui conviendra à peu près à tous les styles de musique, idéal également pour écouter des podcasts. Un casque qui inclut de la réduction de bruit active, bon ça c'est un minimum syndical on va dire, hein, donc vous appuyez sur un bouton et ça fait disparaître le bruit extérieur, mais attention, pas tous les bruits bien sûr, essentiellement les bruits réguliers, style moteur d'avion, etc. Le son spatialisé, c'est-à-dire que quand vous êtes face à une source sonore vidéo, votre smartphone par exemple, eh bien si vous tournez la tête, eh bien, vous entendrez la série que vous êtes en train de regarder uniquement à gauche ou uniquement à droite. Originalité, le mode d'interaction avec cet appareil qui est un bouton qu'on n'a jamais vu ailleurs, enfin j'ai jamais vu ça sur d'autres produits, c'est une sorte de joystick et c'est plutôt malin, ça permet de faire d'activer toutes les commandes, voilà, bon c'est l'une des particularités de ce produit. Il y a aussi une fonction qu'on retrouve dans beaucoup de casques aujourd'hui, ce sont des capteurs qui font que dès qu'on enlève le casque de ses oreilles, pas besoin d'appuyer sur un bouton, la musique se coupe. Je suis un vieux de la vieille et ce sont les Français de Parrot qui avaient
avaient proposé ça, les premiers, il y a très longtemps, sur un casque qui aujourd'hui a disparu. Autre particularité, et c'est là surtout qu'on attendait Sonos, c'est la connexion avec la barre de son Sonos Arc. La barre de son qui est connectée à votre téléviseur et ce qui permet donc d'avoir le son de la télé dans le casque. Ça n'a l'air de rien, mais quand on sait que la plupart des téléviseurs, même en 2024, n'ont pas de sortie Bluetooth pour connecter facilement un casque audio, ce qui est assez hallucinant, j'ai jamais compris, du coup ça fait un vrai plus par rapport à ce casque-là, d'autant plus qu'on va retrouver les effets spéciaux, les effets surround, le Dolby Atmos, donc cette espèce de volume sonore dans le casque, puisque et la barre de son et le casque sont compatibles avec le Dolby Atmos. Pour l'instant, ça concerne donc uniquement la barre de son Sonos Arc. Bon, il se trouve que c'est celle que j'ai à la maison, donc ça marche très bien. Voilà, ça c'est tous les points positifs. Quelques petits points faibles quand même pour ce joujou. Voilà, au niveau qualité sonore, je dois avouer que je l'ai trouvé un petit peu moins bon que le casque d'Apple, le AirPod Pro Max. J'ai comparé. Alors c'est très subjectif la qualité audio des casques, mais Apple, il y avait un petit truc en plus. Bon, ce qu'il y a de plus, surtout, c'est 200 € de plus, puisque le casque de Sonos coûte quand même 500 €. Je vous ai dit, on est dans du haut de gamme, et celui d'Apple tourne, je crois, autour des 700 €. Il est plus léger aussi que le casque d'Apple. Et puis, autre point faible, et ça, c'est vraiment dommage, c'est qu'il s'agit d'un produit de l'écosystème Sonos, mais malgré tout, on ne peut pas connecter ce casque à l'application et au réseau local Sonos de la maison. Ce qui est vraiment dommage, parce que, par exemple, vous écoutez de la musique sur vos enceintes à la maison, donc ça se pilote via l'appli sur le smartphone et on voudrait pouvoir d'un simple clic finalement basculer la même musique, la même source sonore sur le casque. Ça marche pas, je sais pas pourquoi. C'est vraiment dommage parce que ça aurait été l'un des plus qu'aurait pu apporter ce casque. Voilà, enfin un détail, allez, en passant, je trouve que ce casque ne résout pas l'un des plus gros problèmes des casques audio, c'est l'encombrement pour le transport. Ça reste énorme ces trucs-là. Alors il est fourni avec un étui semi-rigide, mais qui, comme tous les autres, est énorme. Vous mettez ça dans votre sac pour partir en voyage et ça prend toute la place. Mais bon, il y a des choses apparemment qu'on ne peut pas régler. Voilà, c'était un coup d'œil sur un produit tech sorti cette semaine, le Sonos Ace, et je voulais vous en parler dans Monde Numérique. Monde Numérique, le meilleur de la tech. Avant de passer aux interviews de la semaine, quelques infos pratiques encore à propos de ce podcast. Si vous écoutez Monde Numérique sur Google Podcast, attention, sachez qu'à partir du mois d'août, ça ne fonctionnera plus. Alors, je n'y suis pour rien, c'est Google Podcast qui va s'arrêter en France à partir de fin juillet. Voilà, c'est la stratégie de Google qui évolue, ça fait des mois qu'ils nous ont prévenus. Mais pas de panique, car les podcasts seront désormais disponibles sur un autre service de Google qui n'est autre que YouTube Music. YouTube Music, c'est un peu comme Spotify, mais à la sauce Google. Donc, c'est à la fois de la musique et désormais des podcasts disponibles sur le web ou bien en appli sur mobile. Et sur YouTube Music, vous pourrez continuer à écouter Monde Numérique. Voilà, on passe aux interviews de la semaine avec, dans un instant, une start-up qui rend les vieux immeubles moins énergivores grâce aux objets connectés. C'est en partenariat avec EDF. Mais avant cela, on va s'intéresser à un sujet tech qui est devenu un sujet de société, un sujet politique. Le gouvernement en a parlé récemment. Il y a des choses qui se préparent pour des mesures futures. C'est la question du temps d'écran pour les enfants. Il existe aujourd'hui des applications de contrôle parental, mais elles sont pas toujours suffisamment connues, pas assez utilisées. Elles sont aussi souvent imparfaites. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux ? Eh bien, en tout cas, une entreprise française tente le coup et lance une nouvelle application qui s'appelle ELSE, E-L-S-E. On en parle avec mon invité. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique l'Hebdo Premium sur Apple Podcast. Sinon, retrouvez-les en épisodes séparés long format la semaine prochaine sur toutes les plateformes de podcast. Bonjour Bertrand de la Tour d'Auvergne. Bonjour Jérôme, merci pour votre invitation. Vous êtes donc co-créateur de cette application qui s'appelle ELSE, qui est une application de contrôle parental. Qu'est-ce qu'elle fait ? À qui est-elle destinée ? Alors ELSE, c'est une application d'apprentissage à un usage raisonné et raisonnable du smartphone dans un contexte familial apaisé et discuté.
Et si je devais comparer, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, aux autres solutions qui existent sur le marché, que ce soit celles des OS ou que ce soit celles diverses applications, elles sont, on va dire, très Big Brother, c'est-à-dire c'est papa-maman qui décide pour les enfants. Et les enfants, ils détestent ça. Dès qu'on impose quelque chose à un enfant, en général, ça se passe mal. Et les mots qui sont sortis dans nos études, ce qu'on appelle les études Canis, les interviews, on va dire, pour préciser, pour être plus clair, étaient extrêmement violents de la part des parents. C'est l'enfer, c'est la guerre, c'est la terreur. Et ce qui nous a beaucoup étonné, en revanche, c'est le discours des enfants qui était « le temps ne passe pas sur les smartphones, on n'arrive pas à en décrocher, on aimerait bien passer à autre chose ». Et c'est justement cette autre chose qui nous a donné le nom Else. Autre chose en anglais. Comment ça marche quand on l'installe? Il se passe quoi? D'abord, il faut impérativement avoir un smartphone enfant et un smartphone parent. Et l'installation se fait parents et enfants côte à côte. Et c'est ça qui est extrêmement important. On est dans la psychologie intrafamiliale. Tout ça est assez subtil. C'est justement ce qui, j'allais dire, avec la plus grande modestie, nous différencie. C'est un dialogue entre le parent et l'enfant sur lequel on va décider ensemble sur les différentes catégories, ce qu'on va accepter et puis ce qu'on va limiter, les horaires. Puis il va y avoir beaucoup de questions sur quelles sont justement ces passions entre guillemets d'avant des enfants. Est-ce que tu aimes le piano, dessiner, jouer au tennis, jouer au foot, voir tes copains ou quoi que ce soit d'autre? Et que les enfants qui utilisent trop les smartphones finissent par oublier et aimeraient bien parfois retrouver sans trop savoir comment le faire. Voilà, il y a tout un ensemble de fonctionnalités. Par exemple, la Else Academy qui va pousser du contenu à la fois sur le smartphone parent pour exprimer aux parents, pour leur apprendre aux parents comment gérer justement l'équilibre entre la vie digitale et la vie réelle pour leurs enfants et pourquoi c'est si difficile. Et puis, Else Academy va également pousser du côté des enfants des contenus qui vont leur permettre de comprendre les dangers, les aspects positifs, ce qu'il faut faire et ne pas faire avec un smartphone. Et on dispose également, justement sur les questions de harcèlement, d'un bouton d'appel direct disponible sur chaque écran de l'application vers le 3018, qui est la plateforme de l'association e-enfance 3018. Vous savez que les enfants, quand ils ont un problème de harcèlement, ne parlent pas. Ils parlent pas à leurs parents, ils parlent pas à leurs éducateurs, et ils préfèrent parler à un inconnu, mais un inconnu compétent, et ils vont pouvoir être mis en contact avec quelqu'un qui prendra soin de leurs problèmes, si problème il y a, ce évidemment on ne souhaite pas. Et alors, une fois que cette mise en route a été faite, l'application va gérer le temps d'écran, d'une part, et c'est ça ? Elle va gérer à la fois le temps d'écran qui a été décidé d'un commun accord et dans cette discussion apaisée entre le parent et l'enfant. Elle va imposer aussi un certain nombre de pauses. C'est-à-dire que alors ça, c'est un côté qu'on pourrait considérer comme arbitraire, mais ça résulte justement de la parole de ces enfants qui disaient on n'arrive pas à décrocher, on aimerait bien passer à autre chose. Alors, toutes les 30 minutes d'utilisation quotidienne continue du smartphone, le smartphone se bloque pendant 10 minutes. Et ce qui résulte de nos early adopters, c'est qu'au bout de 9 minutes 59, l'enfant, il revient pas sur son smartphone. Il est passé à autre chose. Il est en train de faire du vélo, il est en train de jouer au foot, il est en train d'aider sa mère à mettre le couvert, il est en train de faire autre chose, de lire, que sais-je. Mais c'est une manière de sortir l'enfant d'un temps d'écran qui devient absolument astronomique. Je reprendrai les paroles de Gabriel Attal dans les colonnes du Figaro il y a quelques semaines. Un enfant du cours moyen passe plus de temps sur des écrans qu'à l'école. Et c'est 2 fois plus de temps, voire 3, pour un lycéen. Quand on considère, on a calculé qu'un enfant avait à peu près 20 heures de temps libre par semaine. Si on enlève les heures de sommeil, de repas, d'école, de devoirs à la maison, 4h15 en moyenne par jour, x 7, 4 x 7, 28, je vous laisse calculer le reste. Voilà, la plupart du temps libre est passé sur des smartphones. C'est pas possible. Ça s'adresse à des enfants de quel âge ? Alors, Else est forcément, un apprentissage est forcément beaucoup plus efficace quand on commence dès le départ. Donc, Else s'adresse avant tout aux primo-accédants, c'est-à-dire au moment où l'enfant reçoit son premier smartphone. C'est toujours plus facile d'apprendre au début que quand on est déjà tombé dans le problème. Donc, officiellement, on va dire, pas avant 11 ans, mais... On va dire que majoritairement, le premier smartphone, c'est l'entrée en 6e. Voilà.
Parce que quand on est en 6e, si on n'a pas un smartphone, aujourd'hui, on est considéré comme un extraterrestre. Donc voilà, c'est notre cœur de cible, il est là. Mais bon, les statistiques démontrent que les enfants de 3 ans passent déjà plusieurs heures par jour devant des écrans, parce qu'il y a des parents inconscients. Et encore une fois, elle s'adresse à une population qui est une population de parents conscients du problème et qui ne va pas utiliser le smartphone comme une nounou gratos. C'est trop facile. Et jusqu'à quel âge ? Alors jusqu'à quel âge ? Ça dépend des enfants, on peut pas émettre de règles. On a des enfants qui ont 16 ou 17 ans qui se rendent compte qu'ils vont trop loin et qui s'autorégulent et qui vont utiliser Else pour s'autoréguler. Mais c'est vrai que ça dépend de la personnalité de l'enfant, ça dépend de la conscience de la famille sur ce problème, ça dépend d'un très grand nombre de facteurs, parce qu'encore une fois, on est dans la psychologie intrafamiliale. La psychologie intrafamiliale, c'est quelque chose de très compliqué. C'est pas du tout quantitatif, c'est purement qualitatif. Et vous parlez des autres solutions, elles ont tendance à être très quantitatives. Ce sont c'est du contrôle de temps d'écran. Je te bloque de telle heure à telle heure, et puis je te bloque les réseaux sociaux de pas plus de temps par jour, et puis, ou alors, je fais le constat a posteriori des dégâts constatés la semaine dernière ou les dernières semaines. Quelquefois, certaines applications ou solutions proposent d'aller passer du temps sur des applications éducatives pour gagner du temps sur des applications non éducatives, ce qui fait que rajouter du temps d'écran à du temps d'écran, et ce qui fait que le temps d'écran devient une récompense qui nous apparaît comme contradictoire. Et ce qui est également ressorti de nos études auprès notamment des familles. Alors, je voulais vous demander, ça c'est pour le temps d'écran, est-ce que l'application Else contrôle également les contenus, le type de contenu auquel on peut accéder sur le web, ou le type d'application qu'on a le droit de télécharger, etc. Alors, il y a bien sûr, on a tout un contrôle d'autorisation de téléchargement ou pas. Je veux télécharger telle application, là je vais demander l'autorisation de mes parents. C'est difficile, il y a beaucoup de fonctionnalités, donc je vais essayer de choisir les principales. Je vous ai parlé de la Else Academy, je vous ai parlé de la pause. Il y a tout un ensemble de statistiques, il y a un questionnaire bien-être qui va permettre à l'enfant de s'auto-évaluer. Et ce questionnaire n'est pas transmis aux parents, de façon à ce que l'enfant n'ait pas cette impression de Big Brother qu'il surveille. Un enfant, il aime bien s'autoréguler, il aime bien avoir conscience et prendre conscience lui-même de là où il en est, des progrès qu'il peut faire dans un sens ou dans l'autre, des difficultés qu'il peut avoir. Vous avez la possibilité de filtrer justement les messages entrants par les messageries, par les SMS, etc. On n'en est pas encore aujourd'hui au point de contrôler, d'abord parce qu'on n'aime pas le mot contrôle, de contrôler toutes les interactions de l'enfant avec les contenus qu'il peut rencontrer sur Internet. Ça fait partie d'un programme d'intelligence artificielle qu'on veut mettre en place une fois qu'on aura, si tout va bien, terminé notre levée de fonds, et qui consiste à faire d'Else le compagnon du quotidien dans les interactions réelles entre l'enfant et son smartphone, et bien évidemment de détecter des contenus inappropriés, à ce moment-là de pousser des notifications en disant « Attention, est-ce que tu connais cette personne qui t'envoie ce message qui n'est pas très agréable ?» Éventuellement, dans un cas extrême et avec l'autorisation préalable lors de la configuration des parents, prévenir les parents, etc., etc., etc. Enfin, énormément de possibilités sont ouvertes, mais il faut raison garder et faire les choses progressivement. Merci beaucoup, Bertrand de la Tour d'Auvergne, à propos de l'application Else. Merci beaucoup, Jérôme. Place à l'innovation au service de l'environnement maintenant. C'est le rendez-vous Objectif 2050 en partenariat avec EDF, comme chaque mois. Et on s'intéresse à une entreprise qui fait baisser le bilan carbone des bâtiments, y compris les vieux immeubles, grâce à la technologie. Bonjour Alberto Riboni. Bonjour Jérôme. Vous êtes responsable commercial France et Grande-Bretagne de la société Enerbrain. Vous luttez contre le réchauffement climatique et vous travaillez pour la planète grâce à des objets connectés et de l'intelligence artificielle et du cloud. Expliquez-nous ça. Donc oui, comme vous avez dit, il y a des capteurs de qualité de l'air intérieur. On peut mesurer en temps réel le niveau de température, de humidité relative, de CO2, le taux de CO2, donc pour évaluer
évaluer la présence humaine dans les salles, dans les bureaux, dans les espaces. Et tout ça, ça nous permet de remonter ces informations en temps réel. Donc, nos capteurs remontent des informations vers le cloud. Et l'analyse qui est faite pour l'algorithme permet de renvoyer vers des actionneurs, toujours de notre conception et production, les informations nécessaires pour mieux gérer le fonctionnement, par exemple, des chaudières plutôt que de centrales de traitement air. Donc, des éléments, des équipements réels qui produisent et distribuent la climatisation et le chauffage dans les bâtiments. On prend en considération les données extérieures, donc tout ce qui est météo, évolution évidemment des conditions extérieures des endroits où on travaille et la capacité, la façon de travailler du bâtiment. Donc il y a une partie qu'on appelle d'auto-apprentissage de l'algorithme qui, en analysant toutes les données historiques remontées jour après jour, est capable d'anticiper certaines décisions par rapport aux nécessités du jour suivant, du jour même, des heures suivantes, par rapport au niveau d'occupation réelle du bâtiment. Voilà. Les bâtiments intelligents, c'est un concept qui n'est pas si nouveau que ça, en fait. Mais j'imagine que ça a beaucoup progressé. Quelles sont les évolutions technologiques récentes dans ce domaine ? Alors, c'est vrai, c'est quand même un sujet qui est désormais sur la table depuis quelques années. L'évolution continue qu'on a eue depuis 2015 sur notre propre solution. On a une équipe de recherche et développement en interne chez Enerbrain qui continue à faire évoluer d'un côté la partie matérielle, donc les objets techniquement qui évoluent avec des nouvelles, des nouvelles capacités, des nouvelles possibilités, mais aussi la partie algorithme. Donc, on a une équipe qui s'occupe que du développement de la partie algorithme, donc la possibilité d'utiliser de plus en plus d'analyses, de plus en plus de données remontées par le bâtiment pour être encore plus poussé vers une gestion très fine, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce qui nous différencie un peu de l'utilisation d'une GTB standard, d'un système de contrôle du bâtiment que typiquement est avec une programmation fixe horaire ou avec un calendrier pas trop, évolutif. Et c'est ça une chose qui amène la solution Enerbrain à être très intéressante parce que par contre l'algorithme peut prendre des décisions chaque 5 minutes et donc faire évoluer de façon continue, jour après jour, vraiment le fonctionnement du bâtiment. C'est ça qui nous rend un peu plus poussé dans la capacité de rendre encore plus intelligent, comme vous disiez, le bâtiment sur lequel on travaille. Quels sont les bénéfices qu'apportent ces solutions-là ? Comment est-ce que, véritablement, est-ce que vous pouvez chiffrer les bénéfices ? Alors, tout à fait. Encore une fois, notre but, c'est de pouvoir amener notre client à avoir une facture d'énergie de consommation d'utilité qui va baisser dans le temps. Donc, avoir un résultat concret, voire effectivement une facture d'électricité, de gaz naturel, de chauffage urbain qui aura un prix plus bas par rapport à une année ou à une donnée, une baseline, on appelle une analyse de référence de consommation des bâtiments. Les résultats qu'on obtient, encore une fois, peuvent être différents par rapport au type de bâtiment, mais on peut démontrer, et on a démontré avec plusieurs références qu'on a en ce moment, des résultats qui peuvent être autour des 15-20% de baisse de consommation par rapport à une situation initiale avant notre arrivée sur le terrain. Vous pouvez considérer qu'en ce moment, donc depuis 2015 jusqu'à maintenant, notre plateforme, donc la solution Enerbrain, où tous les bâtiments qu'on a connectés sont disponibles, contient maintenant plus de 700 bâtiments. Ça veut dire que à niveau global désormais, parce qu'on travaille dans 13 différents marché à niveau global, il y a des bâtiments qui sont connectés à notre intelligence, à notre cloud Enerbrain. Et ça commence à devenir vraiment un nombre important et ça nous aide évidemment pour parler aux personnes avec lesquelles on commence nos échanges, pour faire comprendre l'intérêt et la puissance de cet outil. Et donc, c'est une solution qui peut être installée dans des bâtiments existants. On n'est pas obligé de partir sur un bâtiment neuf. Alors, c'est absolument ça et surtout, c'est un peu l'intérêt de la solution. Notre idée depuis le début, c'est d'aider nos partenaires à travailler et à faire mieux travailler ce qu'ils ont déjà dans leur bâtiment. On n'est pas une société d'ingénierie, donc on n'est pas intéressé à fournir des études de renouvellement des installations. On veut vraiment faire travailler mieux ce qui existe déjà chez nos clients. Merci Alberto Riboni, responsable commercial France et UK, Grande-Bretagne de Enerbrain. Merci Jérôme pour cette invitation. C'est la fin de cet épisode de Monde Numérique en date du 8 juin 2024.
J'étais ravi de passer ce moment avec vous. C'est 50 minutes, un peu plus si vous écoutez la version premium. On se retrouvera la semaine prochaine, bien entendu, pour un nouvel épisode de l'Hebdo. Mais d'ici là, il y a un événement. Le lundi 10 juin, lundi prochain, c'est la keynote Apple. La fameuse, ou le keynote d'ailleurs. On n'a pas encore tranché sur le sexe, le genre du mot keynote. Keynote d'ouverture de la WWDC, la conférence des développeurs. Et on attend beaucoup d'annonces intéressantes, et notamment en matière d'intelligence artificielle. Voilà, Apple va-t-il nous sortir un lapin de son chapeau, peut-être un remplaçant de Siri, peut-être l'intégration de ChatGPT d'une manière ou d'une autre. Donc on suivra ça en détail et puis on vous en parlera bien sûr dès que possible, très vite sur Monde Numérique. D'ici là, n'oubliez pas de laisser un commentaire, des petites étoiles à propos de ce podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est très important pour le référencement et la visibilité et la pérennité de Monde Numérique. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, soit via le site mondenumérique.info, soit via les réseaux sociaux. Il est encore temps également de répondre au sondage de Monde Numérique. Ça aussi, très important. Il reste quelques jours pour me dire ce que vous appréciez plus ou moins dans cette émission. Et on se retrouvera donc dans 8 jours. D'ici là, passez une très bonne semaine pleine de tech. Salut!